à l'association SOS Consommateurs. Monsieur Mbengue, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Bandouba, bonsoir à Monsieur Mbao. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous revoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Nous attendons d'un moment à l'autre Dr Joseph Mendy, un neurochirurgien, enseignant-chercheur en droit de la santé à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Certainement qu'il va nous rejoindre avant la fin de ce magazine, l'essentiel. Abdoulaye Mbow avec moi sur ce plateau. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Evelyne. Il faut lancer un SOS pour trouver la couleur rouge et que ça nous permettra d'avoir... Comme ça on aura le drapeau du Sénégal avec l'étoile si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Bonsoir à Pape. Voilà, alors les derniers développements, il s'agit bien sûr de mesures conservatoires. On nous apprend que la sage-femme qui était de garde avec son équipe ont été suspendues le temps de mener l'enquête et de prendre d'autres mesures. C'est une chose qui se fait dans de pareils cas? Oui, dans de pareils cas, c'est des choses qui se font du moins pour tempérer un peu les ardeurs. Donc, c'est vraiment... Nous saluons la décision prise par le ministère. Donc, nous aussi, nous exigeons aussi à ce que cette mesure soit étendue au directeur de l'hôpital pour que le temps que l'enquête se fasse. Que ces mesures conservatoires également soient appliquées au directeur de l'hôpital. Je le disais tantôt, nous attendons Dr Joseph Mendy. Il nous a rejoint sur ce plateau de l'essentiel. Je rappelle que c'est un neurochirurgien, enseignant-chercheur en droit de la santé à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Mendy, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci de l'invitation que vous avez bien voulu m'adresser aujourd'hui pour venir participer à ce débat, tout en espérant que mes propos vont apporter un peu d'éclairage par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans le paysage médiatique. Alors, je le disais tantôt, il y a les premières mesures qui sont tombées. Bien sûr, ce sont des mesures conservatoires qui concernent la sage-femme et son équipe de garde. En de pareilles circonstances, c'est comme ça que ça se passe? Je dois dire que je ne connais pas le fond du dossier. Mais que, il semble qu'un rapport a été produit. Mais mes appréciations d'emblée, c'est de dire... S'il y a des mesures qu'il faut prendre, récemment, ce sont les mesures qui vont concerner d'abord la personne qui est en première ligne, la personne qui aurait reçu la patiente et peut-être qui n'aurait pas fait qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Dans ce cas de figure, c'est la sage-femme qui est visée, la sage-femme de garde. Je ne sais pas, est-ce que c'était la sage-femme où il y avait un gynécologue, où il y avait d'autres personnes, mais en tout cas, les personnes qui étaient en première ligne, et qui devaient normalement prendre en charge cette patiente, à mon avis, s'il y a des mesures conservatoires, ce sont ces personnes-là d'abord qu'il faut sanctionner. Alors, on entend M. Mbengue dire que SOS Consommateurs réclame également que ces mesures conservatoires soient appliquées également aux gynécologues. Est-ce que, avec les derniers développements qu'on a eu de cette affaire-là, le gynécologue peut être inquiété par ces mesures conservatoires? Comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas, je ne connais pas le fond du dossier. Mais pour que le gynécologue soit incriminé, il faudrait que d'abord qu'il soit là, qu'elle soit de service ce jour-là, et qu'on l'ait appelé, peut-être qu'il ait refusé de venir prendre en charge la patiente. Alors, à partir de ce moment, sa responsabilité peut être engagée. Supposez que le gynécologue ou la gynécologue soit là et qu'il n'avait pas les moyens de prise en charge, sa responsabilité ne sera pas engagée. Je rappelle au passage que la relation qu'il y a entre le médecin et son patient, c'est une relation contractuelle. Et l'obligation du médecin, c'est l'obligation de moyens. Autrement dit, il doit pouvoir mettre à la disposition du patient tous les moyens qui sont à sa disposition. Mais le gynécologue ou l'infirmière ne sont pas créateurs de moyens. C'est un hôpital public. C'est à l'État de mettre les moyens à la disposition des soignants pour qu'ils puissent travailler. Cela même dépasse le cas du directeur, parce que le directeur, c'est l'exécutant, c'est l'administration. C'est lui qui administre
c'est lui qui administre l'hôpital. Mais s'il n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir prendre les décisions, pouvoir faire acheter les instruments qu'il faut, pour pouvoir recruter le personnel qualifié, le personnel suffisant, eh bien, on peut non plus le poursuivre. Tout au plus, on peut poursuivre l'État pour le fonctionnement d'effectifs du service public. Il faut que les gens fassent très attention. Il ne faut pas qu'on se mette... Donc l'échelle de responsabilité peut aller au-delà même du directeur de l'hôpital. Et je veux dire l'État du Sénégal. Oui. Parce que si vous allez dans une région où vous avez un seul gynécologue, supposons qu'il monte la garde 7 jours sur 7, c'est impossible. Aucune personne n'est obligée de travailler 7 jours sur 7. Vous voyez, donc ça dépasse même le cadre de l'hôpital. C'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à prendre les décisions comme ça, sans pour autant entrer dans le fond du dossier. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à cette situation. Et c'est normal. On a perdu un être humain. Deux êtres humains. On oublie le bébé. Donc, oui, effectivement, ces 2 êtres humains, ça ne peut pas faire plaisir. Ni aux médecins, ni à l'État, ni au directeur. Parce que le rôle du médecin, ce n'est pas de donner la mort. Son rôle, c'est de sauver, c'est de protéger la vie. Et donc, si les gens vont à l'hôpital, évidemment, ils y vont pour soigner. Mais le patient aussi qui quitte chez lui, il ne va pas à l'hôpital pour chercher la mort. Il part là-bas pour être soigné, pour être guéri, au moins pour recevoir des soins consensuels, conformes aux données actuelles de la science. Dès lors, je pense qu'il ne faut pas trop passionner le débat, parce que le fait de passionner le débat peut engendrer des haines et engendrer quand même des violences. Or ici, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas le moment. C'est le moment de chercher la vérité, Abdoulaye Mbow. C'est le moment de définir les différentes responsabilités aux différentes échelles, comme vient de le dire Monsieur Mendy. On a l'impression que pour ce dossier-ci, l'État est prêt à aller jusqu'au bout par rapport au dossier précédent. On aura là toujours la même impression que l'État ira jusqu'au bout. Je partage l'avis de Dr Mendy parce que le médecin n'est pas assigné à des objectifs de résultats, mais à des résultats par rapport justement aux moyens dont il dispose. Si un établissement public de santé ne dispose pas de moyens, le médecin véritablement peut ne pas répondre par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'en réalité, ne disposant d'aucun matériel. Ce n'est pas le cas, je pense, au niveau de cette structure de santé. Mais quoi qu'il en soit, on a vu beaucoup de cas. Et on est souvent émotif et on oublie souvent très vite. Parce qu'on a l'impression d'être souvent amnésique et on réagit de manière émotionnelle. Il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière, des bébés ont péri à Linguère. Aujourd'hui, qu'en est-il? On ne parle plus de ce dossier-là. Il y a eu une dame qui avait été opérée à l'hôpital de Rufisque, mais on avait oublié un ciseau dans son estomac. Elle a failli passer de vie à trépas. La famille avait porté plainte, mais qu'en est-il jusqu'au moment où nous parlons? Aujourd'hui, c'est la dame malheureusement décédée avec son bébé à l'hôpital de Louga. On a sanctionné effectivement des personnes travaillant dans ces structures, sages-femmes ou en tout cas aides-soignantes, peu importe. Mais qu'en sera-t-il réellement de cette enquête qui devrait pouvoir déterminer justement les responsabilités? M. Meng l'a dit, SOS Consommateurs réclame également la suspension même du directeur de l'hôpital. Mais vous savez, chez nous, on n'a pas cette culture. On commence toujours par l'échelle la plus basse pour aller véritablement, pour monter et aller crescendo. Oui, mais si on suit le raisonnement de M. Mendy, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au directeur? En fait, c'est ce que je dis, il y a toujours une responsabilité morale, quoi qu'on puisse dire. Direct ou indirect, il y a toujours une responsabilité morale. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il y a véritablement débordement dans quelques structures, que des gens se disent, non, nous parlons directement au ministre, parce qu'on suppose que c'est la personnalité morale. Quand il y a démission, on ne réclame pas la démission du médecin ou du professeur ou du truc, on réclame la démission ou du directeur ou de son supérieur hiérarchique, etc. Je rappelle qu'au premier jour de sa prise de fonction, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, avait fait le tour des structures de santé pour véritablement trouver une solution. Je dis bien une solution pérenne par rapport justement à l'accueil, parce que ça pose problème. Maintenant, au Sénégal, vous savez, on prend des décisions
est-ce que c'est respecté par tout le monde? Est-ce que nous avons le même type de formation? Nous avons le même type de comportement? Nous avons les mêmes habitudes quand nous sommes dans un milieu professionnel par rapport au milieu de fréquentation du quartier ou de la maison? Ce sont des éléments importants par rapport à l'approche psychologique même de la personne qui fait face véritablement à une personne qui vient pour solliciter un papier administratif, pour solliciter une intervention parce que se sentant malade. C'est autant justement de paramètres à tenir en compte. Mais pour ce dossier, je crois bien qu'aujourd'hui, il est bon, il est nécessaire, il est urgent que l'on puisse mettre un terme. Parce qu'il y a des praticiens du secteur qui ont écrit même des ouvrages pour dénoncer véritablement le fait que certaines structures de santé soient des mouroirs pour justement des malades. Et je crois bien que ça, il faut que l'on puisse trouver des solutions de manière définitive. Et la sanction majeure doit véritablement pouvoir intervenir. Alors, est-ce que SOS Consommateur a quelques éléments de cette enquête qui est en train d'être faite? Oui, je peux dire que... Vous avez des représentants à l'hôpital? Oui, je peux dire SOS Consommateur en tant qu'une entité responsable a un représentant au niveau du conseil d'administration de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Maintenant, notre représentant a eu à discuter avec les différentes parties, avec le mari de la victime, qui lui a dit qu'ils se sont rendus à l'hôpital de 9h à 5h du matin. Elle se tordait de douleur et personne n'était là pour l'assister. Il faut qu'on ait le courage de poser certains débats. Mais est-ce qu'également il a recueilli les témoignages des autres membres de la garde qui étaient là-bas? Oui, allez-y. J'en arrive à là. Maintenant, il faut avoir le courage de poser ce débat. Madame Sorna est une des victimes du système sanitaire, parce que ça me rappelle une amie du nom de Touba Dabambaye qui a rendu l'âme en essayant de donner la vie le 21 juillet passé. J'en profite pour présenter mes condoléances attitrées à sa famille. Maintenant, on a eu aussi à rencontrer la maîtresse des sages-femmes, le gynécologue et les sages-femmes. Ils ont réfuté la thèse de la négligence. Mais ils reconnaissent en fait les antécédents médicaux de la victime. Parce que la victime avait un problème cardiaque, avait aussi une tension artérielle. Et tout ça, ils l'ont laissé périr comme ça. Voilà, tout ça, il faut que ça cesse. Et maintenant que vous avez ces éléments en main, avec un membre qui siège au sein du conseil d'administration de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, qu'est-ce que SOS Consommateur va faire? Pas spécifiquement sur ce cas-là, mais c'est un cas qui est peut-être endémique à beaucoup de structures de santé. Voilà, ce que nous faisons, c'est essayer de représenter les patients. En fait, nous avons exigé un bureau fonctionnel au niveau de l'hôpital, un bureau qui va permettre de traiter les informations afin de les faire remonter au niveau du ministère. Nous avons aussi besoin d'un bureau aussi au niveau du fonds de garantie autonome pour aussi la prise en charge des accidentés de la circulation. Tout ça, on le fait. Pour ce dossier aussi, j'en profite pour vous informer que SOS Consommateur se constitue avocat à la partie civile. Maître Massorna Kane va se constituer pour le compte de SOS. Vous demandez un bureau, est-ce cela seulement pour l'hôpital Amadou Sakhir ou dans toutes les structures de santé? En fait, nous avons des représentants un peu partout dans les hôpitaux du Sénégal. Donc il y a dans plusieurs hôpitaux, nous avons des représentants dedans. Maintenant, ce que nous voulons, c'est essayer d'avoir des bureaux fonctionnels. Alors on va revenir, oui. Permanent qui
va relayer en quelque sorte les informations afin qu'on puisse prendre en charge les patients. Alors, on va revenir sur les remontées que vous avez peut-être de ces différentes structures où vous avez des membres. En attendant, M. Mendy, cette affaire nous amène encore à reparler de notre structure, de notre système de santé, un système de santé dont on dit qu'il est vraiment malade, avec beaucoup de dysfonctionnements. Vous avez touché le fond du problème. Oui. Il ne faut pas se limiter à des analyses simplistes, de dire que, bon, SOS consommateur ou telle organisation. Aujourd'hui, je suis venu à poser la question à ces gens-là. Quelles sont les procédures appliquées dans l'hôpital? Ils ne sauront pas. Et tant qu'on n'a pas réglé certaines questions, hélas, ce sont des accidents qui vont peut-être se répéter. Il faudrait qu'on réorganise le système. Dans quel sens? Par exemple, il n'y a aucune manuel de procédure dans ces structures-là. Quelle est la manière de procédure de prise en charge des patients? C'est ce manuel de procédure qui pourra situer de façon exacte les responsabilités des uns et des autres. Quand vous allez dans les hôpitaux, ça n'existe pas. Si on continue l'analyse... Alors, avant de poursuivre, vous parlez de manuel de procédure pour notre compréhension. C'est quoi ce manuel de procédure? La façon dont les soignants doivent se comporter vis-à-vis des patients et comment les patients doivent se comporter vis-à-vis des malades, cette procédure-là, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens, ils agissent selon leur connaissance et selon leur pouvoir et selon leur bon sens. Or, aujourd'hui, au Sénégal, on devait dépasser ce genre d'organisation. C'est-à-dire que c'est un pilotage à vue, à les structures, et que les médecins, les sages-femmes, tout le personnel se débrouille selon ce qu'on leur a enseigné. Mais le système doit être organisé en sorte qu'on sache qui doit faire quoi, à telle heure et comment le faire. Donc vous voulez dire, en cas d'urgence, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire? C'est une approche holistique. Très bien. C'est une approche holistique de l'hôpital. Oui. Tu vois. Donc on ne peut pas attendre chaque fois qu'il y a mort d'homme qu'on se lève et puis le lendemain on a oublié ce qu'il faut faire. Je pense que ces incidents, ces accidents doivent faire repenser le système, voir ce qui est en profondeur, ce qu'il y a lieu de mettre en place et ce qu'il faut changer et quels sont les moyens qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui on parle souvent de l'accueil, mais je suis au regret, l'accueil ne soigne pas. Vous mettez les hôtesses les plus formées au niveau des hôpitaux, ça n'empêche pas que ces accidents arrivent. Parce que les personnes qui soignent... Mais c'est quand même important l'accueil, M. Mendy. C'est important, mais je ne veux pas que les gens se focalisent sur ça. Chaque fois on dit qu'il faut former l'accueil. Non, il faut d'abord former le personnel en matière de droit de responsabilité. Ensuite, moderniser le système en mettant les manuels de procédure. Ensuite, asseoir les responsabilités des uns et des autres. Je ne sais pas, c'est un peu plus profond. Je prends un exemple. Oui. Quand l'État recrute les infirmiers. Quel est le texte au Sénégal qui réglemente l'exercice de la profession infirmier? Il n'y en a pas. La seule responsabilité est endossée par le médecin, qui est le chef de l'équipe, alors qu'on sait qu'à l'hôpital, c'est une équipe médicale, dirigée par un médecin. Mais aujourd'hui, on ne peut pas te dire quelle est la responsabilité de l'infirmier. Mis à part la faute pénale, parce que chacun répond de sa responsabilité. Mais s'il s'agit de la responsabilité civile, quelle est la responsabilité de l'infirmier? Quelqu'un peut aller chercher un diplôme ailleurs et se faire recruter. Parce que si vous présentez un diplôme d'infirmier d'État, on vous recrute. Mais quelles sont vos responsabilités? Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Normalement, aujourd'hui, dans ce cas-là, on devait dire quels sont les actes qui devaient être faits, qui n'ont pas été faits, et que prévoit le Code de la santé par rapport à ces actes-là. Le Sénégal n'a pas le Code de la santé. Le Code de la santé, c'est en quelque sorte la Bible de l'exercice médical. Alors, on est là, on a qu'il y ait une catastrophe pour pouvoir agir. Ce n'est pas pour critiquer, hein, mais je peux dire, le ministère de la Santé... Mais malgré l'absence de ce code de la santé, on a encore un système qui est résilient quand même. Ouais. On a encore le code de contrôle au ministère de la Santé. Oui. Quel est leur rôle du code de la santé? Effectivement, ces corps de contrôle devaient descendre régulièrement dans les structures
pour faire la prévention des risques, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ne pas faire le médecin après la mort. Oui, le sapeur-pompier, je suis au regret de constater que même si ça nous fait mal, je ne pense pas que si on ne règle pas ces questions de fond, il y aura toujours des accidents non désirés au niveau des structures de santé. Et aucun responsable. Mais au niveau de l'accueil, docteur, je crois bien que c'est important. Et parce que l'accueil également, ça réconforte. Je crois bien que ça participe à diminuer même un pourcentage assez élevé de la douleur qui a amené la personne à se déplacer justement à l'hôpital. Si on vous accueille avec en tout cas, avec des brimades, si on vous accueille avec justement des cris, des injures, mais croyez-moi, votre maladie va se multiplier. Ce n'est pas pour rien que les autorités de la santé insistent beaucoup, docteur Mendy, sur véritablement l'accueil. Vous, quand vous vous déplacez avec votre famille, vous arrivez dans un hôtel un peu partout sur la côte au Sénégal, mais si vous êtes mal accueilli, mais croyez-moi, vous rebrousserez chemin. Vous reprendrez votre voiture pour aller chercher un hôtel. Donc, c'est important. Ce n'est pas l'accueil qu'il faut. Oui, c'est pas l'accueil. Vous allez reprendre la parole. Ce n'est pas l'accueil tout simplement. Je dis, ce n'est pas l'accueil tout simplement, mais c'est un chemin de fer. C'est un chemin de fer avec une locomotive, avec des wagons. C'est un premier palier. Mais on commence par la première gare et la première gare, c'est l'accueil. Qu'on le veuille ou non. C'est l'accueil, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas pour rien que dans l'administration, ce n'est pas pour rien que dans tous les services, mais il y a toujours un service d'accueil. Il y a toujours cette jeune femme, ce bel homme qui vous offre ce petit sourire qui signifie énormément de choses. Parce que la femme enceinte qui arrive dans une structure de santé, si véritablement elle est déjà accueillie, elle est réconfortée. Disons tout simplement un malade, quelqu'un qui souffre et qui est bien accueilli. C'est important. Voilà. Maintenant, au-delà de ces constats, je crois bien que si on s'est départi de cette forte dose d'émotion, parce que nous sommes un peu très émotionnels, mais je crois bien qu'il faut savoir souvent analyser avec froideur. Ces accidents-là, on ne le souhaite pas, mais on a vu la série de témoignages depuis l'annonce de la mort de cette jeune dame. On a vu une série de témoignages de personnes qui ont perdu leurs femmes, de personnes qui ont perdu leurs enfants, de personnes qui ont perdu leur père ou leur maman à cause de conditions véritablement qui ne répondent pas aux normes. Véritablement dans certaines structures de santé, au-delà de Dakar, dans les autres localités du Sénégal. Je crois bien que ce n'est pas la première fois qu'on sera sur ce plateau ou qu'on a été sur ce plateau pour parler justement d'une problématique de cette nature-là, d'une problématique de cette approche-là. Il est vrai que le médecin également a des besoins liés justement à la pyramide de Maslow. Le docteur ne me démentira pas. Et raison pour laquelle souvent ils sont pointés du doigt. Mais également ils ont besoin de travail, de trouver véritablement des dividendes par rapport à leurs fonctions. Raison pour laquelle on parle justement de la naissance de cliniques un peu partout. Des reproches leur sont faits. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui plus que jamais, ce sont des humains, des personnes, hommes et femmes qui travaillent dans les structures de santé. C'est des personnes qui quittent leur maison, qui laissent leur époux, qui laissent leur épouse, qui laissent leurs enfants, qui laissent leur père, qui laissent leur maman. Ces personnes doivent voir véritablement en d'autres personnes qui viennent dans ces structures de santé, leur père, leur propre mère, leur propre enfant, leur propre époux ou leur propre épouse. Je crois bien que si on a cette conception véritablement humaine par rapport à cette approche, les choses peuvent changer et par rapport justement à la prise en charge. Laissons M. Mendy rebondir avant qu'on vienne à M. Mendy. Je voulais juste dire, vous avez quand même parlé d'un versant du problème. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas de l'accueil simplement. Il faut faire une formation en éthique médicale. L'éthique, c'est l'art de soigner son comportement par rapport aux autres. L'éthique médicale. De ne pas faire ce que vous voudrez que l'autre vous fasse, que vous ne voudriez pas que votre vis-à-vis vous le fasse. Oui. C'est ça l'éthique. Et l'éthique englobe l'accueil. C'est beaucoup plus profond que l'accueil. C'est pourquoi je dis, il faut que le ministère de la Santé comprenne que c'est une formation en éthique médicale qui est beaucoup plus profond que le simple accueil, qui permettra de régler le problème. C'est ce que je suis en train de dire. Quand j'écoute la presse, bon, tout le monde en parle, tout le monde relate ça, c'est fait. Mais moi, en tant que spécialiste du droit médical, je relève énormément d'erreurs dans ce qu'ils disent. Comme quoi? On vous dit souvent que le médecin a fait une erreur de diagnostic. Mais c'est quoi l'erreur de diagnostic? En termes juridiques,
l'erreur se définit comme une appréciation inexacte d'un fait, ou bien de l'existence d'un fait ou des caractéristiques d'un fait, ou de l'interprétation des règles juridiques. En matière médicale, on définit une erreur comme une erreur, un manquement dans le cas des prescriptions médicales, ou on parle aussi d'incidents ou d'accidents évitables qui relèvent du fait médical. Mais ces erreurs-là ne sont pas des fautes médicales. Parce que la faute, selon la définition de Marcel Plagnol, est un manquement de ses obligations. Je dois aller un peu plus loin en disant que le rapport, depuis 1936, à partir de l'arrêt que la Haute Cour française a rendu, qu'on appelle l'arrêt Mercier, a qualifié la relation du médecin et son patient de contractuelle. L'obligation du médecin, c'est de soigner, mais non de guérir. Mais de soigner avec les moyens dont il dispose et selon les informations scientifiques les plus récentes en la matière. Très bien. Dès l'instant qu'il a fait, il a rempli son obligation. Mais l'erreur est constitutive d'une faute lorsque le médecin ou le soignant ne respecte pas les procédures scientifiques. À partir de ce moment, comme la responsabilité est une responsabilité du moyen, dès l'instant qu'il ne respecte pas la démarche scientifique, alors là, il commet une erreur. Mais ici, quand vous voyez le médecin, comme fois je vois, le médecin, il a tout rempli, il a utilisé les moyens de bord, et pourtant le patient décède, on dit c'est une erreur, il faut porter plainte. Je comprends les gens quand ils perdent un être. Le médecin, on a toujours du mal à se remettre. Mais hélas, le but du médecin encore, ce n'est pas de guérir. Le but ultime, c'est de soigner. Évidemment, le vœu, c'est de guérir. Mais la responsabilité, l'obligation, ce n'est pas de guérir. Très bien. Voilà. Monsieur Meng, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez des représentants un peu partout dans les structures de santé. Quels dysfonctionnements vous sont remontés, les dysfonctionnements les plus fréquents? Donc, d'habitude ces genres d'événements qui ressurgissent chaque instant, d'habitude. Parce que des fois, c'est au niveau de l'accueil des urgences, mais des fois aussi, c'est je peux dire que je peux rejoindre Dr Mendy. D'une part, il y a un problème de moyens, parce qu'effectivement, actuellement, la salle d'accouchement de l'hôpital est inachevée. Actuellement, la salle reçoit 6 à 8 femmes. Et ce n'est pas normal. Donc l'État doit y mettre les moyens afin de prendre en charge. Quel autre dysfonctionnement plus rapidement? Voilà. Les dysfonctionnements les plus fréquents dans nos hôpitaux. Pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Dr Mendy, qu'il faut également que des moyens soient mis à la disposition de ces acteurs de santé, qu'ils puissent bien faire le travail. C'est aussi les queues interminables. Tu peux arriver à l'hôpital, par exemple, à 8 heures pour être traité à 14 heures, quelque chose de ce genre. Et tout ça, c'est des dysfonctionnements qu'on a tendance à avoir, qu'on a tendance à faire face sur le terrain. Alors, docteur Mendy, on a vu que c'est l'une des reproches qu'on fait aux spécialistes de la santé. Ils sont dans le public et en contrepartie, ils consultent en privé, soit dans leur maison ou dans un appartement à côté. Y a-t-il une loi qui réglemente cet exercice-là? Oui, il y a la loi 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l'ordre des médecins à l'exercice de la médecine dispose à son article 1er que pour exercer la médecine, il faut d'abord les conditions de technicité. Autrement, vous devez avoir votre diplôme. Mais vous devez vous inscrire à l'ordre des médecins. Et dans l'ordre des médecins, il y a 2 sections. La section du privé et la section du public. Donc, vous optez, soit vous êtes dans le public, soit vous êtes dans le privé. Ça, c'est clair dessus. Et donc,
c'est une loi générale de la fonction publique, hein, c'est le non-cumul des fonctions, du privé et du Donc, quand vous êtes dans le public, vous ne devez pas avoir une activité privée. Mais ce qu'il faut dire, que ce sont les dispositions légales et réglementaires qui sont en retard par rapport à l'évolution de la pratique médicale au Sénégal. Et selon même au niveau des dispositions, disons, de droit international, hein, au niveau du respect du droit du patient. On dit par exemple que le patient a droit de choisir son médecin et il a droit de choisir sa structure. Supposons aujourd'hui, je suis neurochirurgien, il n'y a pas de neurochirurgien de privé à Dakar. Et vous êtes malade, vous allez dans une clinique. Vous appelez le docteur Mendy. Eh bien, je vous dis, mais madame, excuse-moi, je suis du public, je ne peux pas venir vous soigner. Je viole vos droits. Alors, je viens vous soigner. On me dit non, la loi dit que vous ne devez pas aller dans le privé, j'ai violé la loi. C'est quand même complexe, hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est quand même complexe. C'est ce qu'il faut dire. Je pense qu'actuellement, on doit dépasser ces clivages-là. Le problème, c'est qu'il faut que les gens soient suffisamment conscients de leurs responsabilités. Si vous avez en charge des malades, vous ne pouvez pas quitter des malades dans le public pour aller dans le privé. Est-ce que des infirmiers, des sages-femmes peuvent ouvrir des cabinets de consultation privés? Parce qu'on voit maintenant dans des quartiers majors ou consultation infirmiers, c'est permis. Parce que tout à l'heure, vous nous parliez de l'ordre des médecins. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Les choses sont encore beaucoup plus profondes. Mais qui donne les autorisations de ces cabinets? Qui donne? C'est le ministère de la Santé qui donne. C'est le ministère de la Santé qui autorise les médecins de s'installer. Alors, si vous allez dans ces cabinets, qu'est-ce que vous voyez? Normalement, c'est des cabinets de soins. Cabinet de soins, ça veut dire que la personne doit faire les soins infirmiers, c'est-à-dire l'application des prescriptions médicales, faire des injections, poser des perfusions, faire des pansements. Mais quand vous allez dans ces cabinets, mais c'est de véritables médecins qui consultent, qui font tout, certains même font des incisions d'abcès, tout et tout, mais surtout le ministère de la Santé. Mais ça, c'est un véritable problème. C'est pourquoi je dis, je reviens encore, c'est un système qu'il faut repenser. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur ces spécialistes de la santé parce qu'il y a beaucoup de manquements en amont qui ne sont pas pris en compte. Que ce soit réglementaire, que ce soit légal, qu'il soit pratique. Du point de vue de la prise en charge également. On termine avec vous, Abdoulaye Bo, c'est fini. Également du médecin, c'est important. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a énormément aujourd'hui de médecins qui soutiennent, qui clament, qui n'ont même pas d'indemnité de logement, qu'à l'image justement des autres fonctionnaires du Sénégal, qu'ils voudraient également, en tout cas, vivre les besoins en tout cas matériels liés à la vie normale, avoir une maison, avoir une belle voiture, et chercher Evelyne et Françoise, etc., etc. Donc, je crois bien que c'est tout un ensemble. Et les autorités devraient travailler également à permettre aux médecins de mieux vivre et aux personnels de santé de mieux vivre justement de leur outil de travail, mais également à aller dans le sens de relever véritablement le plateau technique. Très rapidement, c'est déjà fini. Très rapidement, allez-y, très rapidement, oui. Par rapport au docteur Mendy, à chaque fois qu'il y a une inexistence d'une règle spécifique, c'est le droit commun qui s'applique. On peut, par exemple, appliquer le code des obligations civiles et commerciales. On peut aussi, au pénal, on peut appliquer l'article 49 et 300, la combinaison de ces articles 49 et 307. Malheureusement, nous ne pourrons pas poursuivre cette discussion. Nous sommes arrivés au terme de ce magazine L'Essentiel avec les 8 minutes de retard qu'on a enregistré au tout début. C'est ça qui fait que ça s'est écourté plus vite que d'habitude. Mais certainement, M. Mendy, sur un autre plateau, on va poursuivre cette discussion et qui, somme toute, est vraiment intéressante par rapport à l'application du droit dans le domaine de la santé. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après le Ndogu. Ce sera pour la grande édition du soir. Très bon appétit et à tout à l'heure. Au revoir.